peut bien comprendre ce qu'on appelle la catastrophe du Crédit Lyonnais sans connaître la profonde mutation de l'économie française à partir de 1983 et sous la présidence de François Mitterrand. Le secteur bancaire y a en effet tenu un rôle essentiel et le Crédit Lyonnais plus que tout autre. Nous, dans notre métier, qui sommes chargés de l'argent des autres, vous vous rendez compte de l'argent des autres, hein? Ce qui vous intéresse, vous, c'est votre argent à vous. Parce qu'il y a deux catégories d'argent, votre argent et l'argent des autres. Son argent et l'argent des autres. Alors son argent, faites attention, l'argent des autres, c'est l'argent du fisc, regardez. Regardez ce qu'on fait avec l'argent du public. Toutes les choses que vous entendez tous les jours à la télévision. Alors, votre argent, vous, et le banquier, c'est l'homme qui surveille votre argent comme si c'était à lui. Parce que vous attendez toujours à le trouver tout de suite, le lendemain. Le jour même, vous apportez l'argent, le lendemain, on le prend. Jean de Flacieux, président du Crédit Lyonnais de 81 à 86. Nommé au début du premier septennat de François Mitterrand, il est le seul président de la banque publique à être sorti de ses rangs après y avoir fait toute sa carrière. Vous laissez votre dépôt à la banque et la banque la prête à quelqu'un d'autre pour une période plus longue. Or vous avez le droit de venir la chercher le lendemain. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc la banque, par l'habitude, par ses jeux de trésorerie, par la possibilité d'emprunter sur la place à ses collègues ou bien à la Banque centrale, d'ailleurs au marché monétaire, la banque reste liquide comme cela. Lorsqu'elle fait un crédit important à un client, une banque emprunte l'équivalent à d'autres banques, ce qu'on appelle le marché interbancaire. Ces emprunts sont garantis par les fonds propres de la banque, c'est-à-dire le capital plus les réserves, autrement dit actions et biens immobiliers. Plus elle a de fonds propres, plus elle peut faire crédit. Du volume de ses fonds propres dépend donc le volume d'activité et de développement de la banque. Or, le Crédit Lyonnais, banque privée née au siècle dernier et nationalisée en 1945, n'a jamais été recapitalisé depuis. Bernard Thiolon, directeur général du Crédit Lyonnais pendant 7 ans, de 85 à 92, a vécu sous 3 présidents successifs ces années de profonde mutation du métier bancaire et du Crédit Lyonnais. Je me souviens, moi, quand je suis arrivé à la direction générale du Crédit Lyonnais en 85, que nous avions une situation financière où les fonds propres du Crédit Lyonnais étaient moins de 10 milliards de francs et que les créances sur les pays dits insolvables étaient de 37 milliards. C'est-à-dire que ça fait une pyramide inversée. Au lieu de s'asseoir sur un matelas de fonds propres, on était la tête à l'envers. Toutes les banques du monde occidental avaient alors des créances sur les pays en voie de développement. Et il était clair que ces créances risquaient d'être perdues à 50 ou 60% au moins. Le Crédit Lyonnais doit alors retirer de ses gains en 3 ans 11 milliards pour compenser ses pertes. Au milieu des années 80, le Crédit Lyonnais compte 550 filiales réparties dans 85 pays et 80 millions de clients. Première banque européenne, une des premières au monde. Un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais en changeant de taille peu à peu, les systèmes de contrôle de l'ensemble du groupe sont devenus caducs. Cette organisation était une organisation trop lourde pour assurer le développement de la maison dans toutes ces parties géographiques très lointaines. Je m'explique. Vous avez un client dans une agence très lointaine, par exemple à San Francisco ou dans le sud de l'Argentine. Si vous devez, pour un gros crédit, faire tous les échelons, vous devez respecter à peu près 7 ou 8 échelons de décision. Bon, 7 ou 8 échelons de décision, il est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de la globalisation des marchés, ce n'est plus possible. Parce que le client aura été voir ailleurs quelqu'un qui peut prendre une décision plus rapide. Donc, on a mis fin à cette organisation et chaque directeur, dans ses grandes directions, a des pouvoirs de décision sans limitation de montant. Sans limitation de montant. Charge à eux
de venir rapporter à un comité des risques qui se tenait 2 fois par semaine pour toute opération qui était anormalement, qui ne sortait pas de la norme traditionnelle des crédits ou qui comportait un risque particulier, par exemple un risque pays, ce qu'on appelle un risque transfrontière, ou des risques qui faisaient porter des risques trop importants sur la trésorerie de la maison, ce qu'on appelle un risque de transformation, quand on transforme de l'argent court en argent long. Et c'est ce comité des risques bi-hebdomadaire qui se réunissait et qui décidait, présidé par le président quand il était là, ou par le directeur général, par moi-même, des risques qui lui étaient soumis. En 1986, c'est la première cohabitation de la présidence de François Mitterrand. Jacques Chirac devient Premier ministre, Édouard Balladur, ministre des Finances. On parle beaucoup de dénationalisation et de privatisation des grandes entreprises publiques. Le Crédit Lyonnais fait bien sûr partie des changements annoncés. Jean de Flacieux, socialiste militant, dérange. Comment avez-vous appris votre remplacement ? Je l'ai appris d'abord par les bruits de presse organisés, parce que les cabinets sont là pour chuchoter, pia. Bon, on va voir arriver le coup, quoi. Mais comme j'étais prêt. Et puis, mon successeur m'a téléphoné pour me le dire. Et puis, j'ai été appelé au ministère des Finances. Et j'ai été reçu par M. Friedman. Et il m'a dit que le gouvernement ne pensait pas que j'étais l'homme le plus qualifié pour privatiser le Crédit Lyonnais, pour amener le crédit sur le marché, ce qui était évident. J'ai répondu que ce qui s'agissait en matière de technique, la technique de privatisation à l'époque relevait du gonflement du sac en papier, par conséquent, ça, on ne peut pas dire que techniquement ce n'était pas possible, mais que je n'étais pas fait pour amener sur le marché et vendre mes collègues, mes amis, mes camarades, mon personnel, ma banque. Ma banque. Je dis mais même parce que c'est moi qui appartenais à la banque. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par la technique du sac en papier ? C'est très facile d'en faire un papier. C'est tout. Et il s'agissait simplement de dire que pour vendre, il suffit de vendre mon marché. Et puis voilà, si vous bradez, vous vendez facilement. Voilà ce que j'ai dit, je pensais ça. Et donc pour le gouvernement, Jean-Maxime Lévesque était mieux placé ? Ah ben, moi je ne sais pas pourquoi. M. Jean-Maxime Lévesque avait créé un petit mouvement politique et puis il s'est rallié à ceux qui sont devenus la majorité et il a touché, à la bande américaine, il a touché son dividende. Et puis à l'époque, il avait la réputation d'être un banquier quand même. Donc on lui a donné le Crédit Lyonnais. Qui valait bien un ministère, croyez-moi. Dans mon esprit, ancien aussi, forcément. C'est normal que ce soit votre successeur, donc Jean-Maxime Lévesque, qui vous annonce officiellement... Non, mais enfin, il devait être tellement impatient. C'est comme ça. Alors... Non, mais le gouvernement, ça s'est excusé. Le nouveau président, Jean-Maxime Lévesque, est un banquier. Ancien conseiller économique du général de Gaulle, président du Crédit commercial de France, il a fondé un petit parti politique, UNIR, qui milite pour la privatisation de grandes entreprises publiques. Il était évident que, étant donné la position extrêmement affirmée que j'ai prise depuis toujours contre les nationalisations et en faveur des privatisations, que Jacques Chirac avait l'intention de me faire jouer un rôle dans le processus de privatisation. Après son ralliement lors des élections, Jacques Chirac lui avait promis de créer pour lui un ministère de la privatisation, qu'il a finalement donné à un autre. Je lui ai demandé de redevenir président du Crédit commercial de France. Il l'a refusé en me disant qu'il pensait à des choses plus importantes pour moi. Je pense qu'en réalité, il avait déjà promis ce poste à un autre. Et c'est la condition ce sont les conditions dans lesquelles j'ai été nommé finalement président du Crédit Lyonnais. Je n'ai accepté qu'à la condition qu'il me soit assuré qu'il n'y avait pas d'objection pour privatiser le Crédit Lyonnais rapidement, ce qui m'a été assuré.
Donc il est arrivé vraiment au Crédit Lyonnais pour réaliser la privatisation du Crédit Lyonnais. Et il a pris, je dirais, il a pris les choses avec beaucoup de dynamisme. Son premier constat était de dire, mais le Crédit Lyonnais, dont on dit en France que c'est l'animal un peu malade de la place, n'est pas si malade que ça, il y a des problèmes, mais il faut les résoudre, et que la privatisation va lui permettre d'extérioriser toutes ces virtualités qu'il a en lui. Mais, à nouveau, les promesses à Jean-Maxime Lévesque sont oubliées. Le gouvernement préfère privatiser, en 1987, une autre banque que le Crédit Lyonnais. Vous vous souvenez de la réaction de Jean-Maxime Lévesque quand il apprend que le Crédit Lyonnais ne serait pas privatisé? Oui, très, très, très déçu. Je le vois encore. Nous avions un comité exécutif dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il a été appelé par sa secrétaire en disant, on vous demande. Et il a été appelé et il est revenu, parle en disant, c'est la Société Générale qui va être privatisée. C'est le cabinet du ministre qui avait sans doute appelé. Et je vois qu'il a marqué le coup très profondément, parce que c'était vraiment tout à fait ses espoirs qui étaient ruinés. Il était venu pour cela, et il avait joué, je dirais, sa carte très loyalement au Crédit Lyonnais pour cette privatisation. Donc pour lui, c'était la ruine de son espoir. Je dois dire que je suis certain que rien de ce qui s'est passé par la suite ne se serait passé si le Crédit Lyonnais avait été privatisé, parce qu'il aurait bien été obligé de limiter son expansion à ses moyens, et ces moyens ne pouvaient provenir que d'augmentation de capital lancée sur le marché. Par conséquent, il y aurait eu un contrôle. Voilà quelle était ma politique. La première cohabitation ne dure que 2 ans. En 1988, les élections ramènent les socialistes au gouvernement. Michel Rocard est Premier ministre. Jean-Yves Haberer remplace Jean-Maxime Lévesque à la présidence du Crédit Lyonnais. C'est un grand commis de l'État, ancien directeur du Trésor et président de la Banque Paribas. Il a aussi été l'un des créateurs du SME, le premier système monétaire européen. Sa rigueur et sa solidité pendant la crise du franc, quand il était au Trésor, lui valent l'estime du ministre des Finances, Pierre Bérégovoy. Jean-Yves Haberer arrive donc au Crédit Lyonnais au moment d'un nouveau dogme économique, le fameux « ni » proclamé par François Mitterrand. Ni privatisation, ni nationalisation. Un dogme qui trouble profondément l'équipe du Crédit Lyonnais, qui comptait sur la vente en bourse des actions de la banque pour trouver l'argent nécessaire à son développement. Plus tard, quand le Crédit Lyonnais sera au bord de la faillite, on chargera Jean-Yves Haberer de tous les maux, faisant de sa gestion du Crédit Lyonnais la seule cause de la catastrophe. Il témoigne ici publiquement pour la première fois. Quand je suis arrivé, c'était le grand moment de déception où il se disait, sans privatisation, comment est-ce qu'on va se faire des fonds propres face à la concurrence des banques privées? Le Nini nous pénalisait dans la mesure où il nous interdisait de trouver sur le marché des fonds propres au moment où l'imminente installation du ratio Cook, qui exigeait qu'on en ait beaucoup plus, aurait dû nous permettre d'aller en chercher sur les marchés financiers. Voilà. Alors ça, c'était un handicap absolument énorme par rapport aux banques privées, handicap dont Pierre Bérégovoy a été conscient continuellement, c'est qu'il lui a amené à faire ce qui n'avait jamais été fait auparavant, des augmentations de capital des banques publiques qu'il a financées en apportant des titres de participation dans d'autres entreprises publiques. Banque publique, le Crédit Lyonnais est sous la tutelle de la direction du Trésor au ministère des Finances, qui représente l'État actionnaire au sein du conseil d'administration. Le contrôle est encore exercé par la Banque de France et son bras armé, la commission bancaire. La Cour des comptes, enfin, contrôle les comptes de toutes les entreprises publiques. En 1989, l'État est alors actionnaire à 75% de la banque. Mais il n'a pas les moyens de donner à la banque les fonds propres supplémentaires nécessaires à son activité. 18 milliards de francs,
qu'on demande à l'ingénierie financière de fabriquer par une augmentation du capital et un échange d'actions entre le Crédit Lyonnais et les entreprises publiques. C'est, sur le papier, autant de fonds propres pour la banque. Alors, c'était intelligent, c'était imaginatif. Ça n'avait qu'un inconvénient, c'est que ces titres qu'on apportait avaient une valeur qui était une valeur que voulait bien leur donner la bourse. Donc une valeur fluctuante. Or, la raison d'être des fonds propres, c'est d'être permanent dans ce valeur. On doit toujours pouvoir compter, puisque le fonds propre, c'est lui qui assure ce qu'on appelle la coefficient de solvabilité de la banque. In fine, c'est lui qui permet de rembourser toutes les dettes de la banque. Et là, c'était un concept qui échappait au contrôle, puisque, par exemple, lorsque l'État nous apportait les titres d'usineur, eh bien, le titre pouvait être à 100 aujourd'hui et à 50 demain. Eh bien, s'il venait à 50 demain, nous avions perdu la moitié des fonds propres que nous avions créés. Or, en contrepartie des fonds propres qu'on nous avait fabriqués par ces apports, nous avions pris des engagements que nous ne pouvions pas dire à nos clients, remboursez-nous. Hein? C'est pour ça qu'on a dit que l'État vous avait payé en fausse monnaie? C'est un petit peu ce concept, oui, un peu ce concept. C'était des fonds propres non réalisables, alors que vous aviez besoin de fonds d'argent réalisable, soit liquide, oui, et puis, soit... et d'une valeur indiscutable et permanente et liquide. Ces titres, après quelques mois de présence dans le bilan du Crédit Lyonnais, dégageaient déjà plus de 2 milliards de pertes. Donc c'est des curieux fonds propres quand même, que des fonds propres qui, dans le premier exercice, vous mettent en perte. François Gilles est alors directeur financier du Crédit Lyonnais. Normalement, des fonds propres doivent alimenter votre capacité bénéficiaire. Là, c'était des fonds propres qui faisaient le contraire, qui généraient des pertes. Également béni par Bruxelles, l'opération dérange pourtant le directeur du Trésor, Jean-Claude Trichet, qui aurait préféré une autre solution, voire une privatisation partielle. Les titres que j'aurais voulu avoir, qui étaient Elferap, France Télécom et quelques autres denrées particulièrement attrayantes, le ministère des Finances n'a pas voulu nous en apporter. Vous avez protesté auprès du ministère des Finances? Ah oui, bien entendu. Mais le ministère des Finances, c'était déjà bien qu'il consente à nous apporter des titres. On fait donc comme on peut. Et comme si ces fonds propres-là garantissaient suffisamment l'avenir de la banque. La course aux fonds propres est en effet d'autant plus vitale pour l'avenir de la banque qu'une nouvelle règle mondiale doit bientôt entrer en vigueur. C'est le ratio Cook qui fixera à 8% le rapport obligatoire entre les fonds propres et les actifs pour un volume de crédit donné. Le ratio Cook, le ratio de solvabilité, c'est un rapport, comme je le disais, entre les fonds propres et les actifs. Jean-Louis Bouch, secrétaire général de la commission bancaire. Il faut 8% de fonds propres, 8% de ces actifs. Si vous ne les avez pas, il y a deux méthodes. Soit augmenter vos fonds propres, augmenter le numérateur, soit diminuer vos actifs, diminuer le dénominateur. Comme il est difficile pour une banque, quelle qu'elle soit, de diminuer le dénominateur, c'est-à-dire de se faire rembourser les crédits consentis avant l'échéance, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les fonds propres, d'augmenter le numérateur. Or, le Crédit Lyonnais n'est alors qu'à la moitié du ratio qui doit entrer en vigueur 4 ans plus tard. 4 ans pour combler le retard. La voie est étroite. La voie est étroite aussi pour faire en même temps du Crédit Lyonnais la banque performante souhaitée par le ministre des Finances en y installant Jean-Yves Aberet. Alors le Crédit Lyonnais n'est pas une banque qui m'était inconnue. D'abord, j'avais vécu au Trésor pendant 18 ans, donc j'avais déjà été en relation avec les présidents successifs du Crédit Lyonnais, et puis j'avais été membre du conseil d'administration pendant 10 ans, de 72 à 82. Alors je savais à peu près ce qu'était le Crédit Lyonnais, en tout cas je croyais savoir, c'est-à-dire une très grande machine bancaire, un peu archaïque, moins productive que les autres et moins bénéficiaire que les autres, malgré tous les efforts de ses présidents successifs. Elle était à la traîne par rapport à la Société Générale et à la BNP. Cela, je le savais.
Donc, il nous fallait du temps pour pouvoir soigner et faire évoluer nos problèmes de structure. Il fallait néanmoins, pendant cette période-là, faire bonne figure et avoir, si possible, des résultats bénéficiaires. Mais notre stratégie était claire. Pas de croissance en France. Pour moi, pays maudit pour les banques. Parce que c'était le pays où les marges bancaires étaient les plus écrasées. Et où, en plus, on souffrait de la concurrence à armes inégales du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel et des caisses d'épargne. Donc, l'axe de la stratégie a été d'emblée et pendant toute la durée de mon séjour, c'est-à-dire pendant 5 ans, d'essayer de mettre la main sur des centres de profit performants extérieurs au Crédit Lyonnais, de les annexer au Crédit Lyonnais pour qu'ils nous donnent le temps de faire nos mutations internes. C'est alors, en 1990, toujours par un échange de titres avec Thomson, autre groupe public, la prise de contrôle d'Altus Finance, qui apporte au Crédit Lyonnais 10 milliards de vrais fonds propres, plus 5 de fonds propres assimilés, augmentant considérablement son niveau d'activité. Cette année-là, le Crédit Lyonnais pavoise. Son chiffre d'affaires est passé à 2000 milliards de francs. Le bilan, annoncé 3 mois plus tard, au printemps 91, affiche le plus fort bénéfice de son histoire, 3 milliards 700 millions. C'est notre croissance qui nous apportait des fonds propres. Par exemple, nous prenons le contrôle majoritaire d'Altus. Cela augmente nos fonds propres de 15 milliards. Nous prenons le contrôle du Credito Bergamasco en Italie, où ça nous apporte des fonds propres. Ça ne nous coûte pas des fonds propres. L'opération la plus importante de croissance externe, celle dont je suis le plus fier, nous prenons le contrôle en Allemagne d'une banque importante. Nous faisons toute cette opération, qui coûte des milliards de marks, sans qu'elle nous coûte un franc de fonds propres. Alors, ça résulte de toute une ingénierie financière extrêmement compliquée que je ne peux guère expliquer comme ça en 1 minute. L'acquisition du contrôle de la BFG validait toutes nos stratégies européennes, préparait le marché unique et la monnaie unique. Nous allions être la seule banque étrangère présente en Allemagne. Ça m'avait été dit à la Bundesbank, où on m'avait dit dans la langue de communication de la Bundesbank, « You are the first, but you are the last to enter Germany ». Pourtant, le verre est déjà dans le fruit. La même année, en effet, malgré les ordres de Jean-Yves Aberer, le Crédit Lyonnais a été entraîné dans l'achat de la MGM par Paretti. Lorsqu'il l'apprend, 6 mois plus tard, en avril 91, Jean-Yves Aberer offre sa démission à Pierre Bérégovoy, qui la refuse. On est encore au début de cette affaire, qui coûtera finalement 10 milliards au Crédit Lyonnais. Les équipes du Crédit Lyonnais commencent aussi à peine à découvrir le problème de la SACEA, dont la faillite, 1 an plus tard, mettra le Crédit Lyonnais en perte. Enfin, Altus vient de faire de grosses pertes sur des positions de change, 400 millions de francs d'un coup. Les comptes de 90 ont été arrêtés en avril 91. En avril 91, nous commencions à nous faire très sérieusement des soucis sur la situation MGM, sur notre débiteur Paretti. Nous étions évidemment à l'époque, tout au début de nos investigations, et nous étions strictement incapables d'effectuer un chiffrage comptable. Nous avons pris le parti en 1991 de reporter sur 1992 une partie du provisionnement que nous aurions pu faire dès 1991. Une provision, c'est quoi? C'est une part de bénéfice de la banque qui est mise de côté pour couvrir la perte éventuelle sur ce client. C'est ça une provision. Et si le montant des provisions devient trop important, la banque en question, au lieu de faire un bénéfice, elle fera une perte. Parce que le montant des provisions dépasse son bénéfice courant.
je crois me souvenir que nous avons demandé au Crédit Lyonnais de faire, je pèse mes mots, hein, je fais appel à mon souvenir, de constituer les provisions pour le montant objectif qu'il convenait sur un certain nombre de dossiers. Et je suis à peu près sûr que dans l'énumération des noms, mais on ne donnait pas de chiffres, mais des noms pour lesquels on disait il faut provisionner convenablement, il y avait MGM, SACEA. Je suis sûr. Et pourtant, ça n'a pas été fait. Eh bien, ça n'a pas été fait, ça c'est sous la responsabilité des dirigeants et du conseil d'administration du Crédit Lyonnais. Encore une fois, la commission Bogaert ne participe pas à l'arrêté des comptes. Elle appelle l'attention, et ensuite c'est la responsabilité des intéressés. Dans la mesure où vous avez le double métier d'arrêter les comptes et de suivre un certain nombre de dossiers difficiles, vous êtes un peu écartelé entre la volonté qui est indispensable de tirer le meilleur de ces dossiers difficiles et la sincérité que vous devez manifester dans l'établissement des comptes. Et je reconnais que dans ces années-là, en tout cas en arrêtant les comptes de 1991, je dirais l'aspect volontaire l'a certainement emporté sur l'aspect prudence comptable. Mais qui pense à être prudent quand tout semble aller bien? MGM est maintenant sous contrôle. Et SACEA n'a pas encore livré ses terribles vérités. On ne provisionne pas MGM, et les résultats de l'année seront encore exceptionnels. Au courant de l'été, cependant, les premières rumeurs sur les risques pris par la banque commencent à courir. Pendant ce temps, toujours à la recherche de nouvelles sources de profit, Jean-Yves Haberer poursuit son projet de participation active aux entreprises industrielles, ce qu'on appelle alors la Banque Industrie. Il rachète des dizaines d'entreprises et, selon un modèle fort développé en Allemagne, il renforce le capital des grands groupes dont la banque favorise le développement. Entre autres Arnaud, Pinault, Bouygues, Bolloré. Au total, un investissement de 30 milliards de francs. Quand on a une participation, on a le dividende. Normalement, on prend des participations dans des entreprises qui gagnent de l'argent, donc un dividende. Il y a deuxièmement les prestations de services et les crédits que l'on facture à l'entreprise, dont j'ai dit qu'en échange, elle nous fait travailler un peu plus. Donc ça fait encore des recettes d'exploitation. Et puis troisièmement, il faut attendre quelques années, et quand l'entreprise a quelques difficultés de cycle de son secteur ou de l'économie en général, il faut attendre, il faut donner du temps au temps, mais on a toujours des revalorisations. Alors le total dividende plus facturation de services plus revalorisation, mais pas chaque année, de temps en temps, mais grosse revalorisation, croyez-moi, ça rapporte plus d'argent que de faire du crédit comme les banques commerciales le font, avec des marges étroites, avec des marges étranglées, qui couvrent à peine les frais d'exploitation. Il est certain que le concept de banque-industrie aidait les pouvoirs publics de manière intense, parce que ce concept de banque-industrie, il faut savoir qu'on l'appliquait, Jean-Yves Haberer l'appliquait à des grandes sociétés, mais on l'appliquait activement à beaucoup de PME. Nous avions plusieurs sociétés de développement de fonds propres des PME, et nous prenions des participations qui se sont révélées d'ailleurs souvent des bonnes participations, et ça a permis d'activer tout le tissu industriel et d'entreprises françaises à un moment où la crise arrivant, on était dans une période angoissante pour l'économie française. Donc il y avait, si vous voulez, un double discours qui n'était pas très clair. C'est que au niveau macroéconomique, le gouvernement faisait une politique que vous venez de rappeler, et au niveau du Crédit Lyonnais, il le laissait faire, ou il l'incitait à faire une politique qui était une autre politique, hein, sans lui donner les moyens de la poursuivre. Michel Sapin, déjà membre du gouvernement, succédera bientôt à Pierre Bérégovoy au ministère des Finances.
Alors, il y avait dans la politique de M. Habrère deux choses, dans le discours de M. Habrère. Premièrement, un discours qui plaît à tout gouvernant, qui était simple. Moi, banquier, je prends des risques, je soutiens les entreprises, je crée des emplois. Et quand vous avez un banquier qui non seulement le dit, le fait, prend des risques, soutient les entreprises et crée des emplois, le politique, quel qu'il soit, dit « Monsieur, bravo, vous faites ce que tous les banquiers ne font pas, ce que nous aimerions que tous les banquiers fassent ». Ça, c'est donc le premier aspect. Et puis, deuxième aspect, au fur et à mesure que M. Habrère sentait que les prises de risques qu'il avait prises étaient en train de se heurter à une évolution conjoncturelle qui lui était défavorable à l'économie française d'ailleurs, mais qui lui était d'autant plus défavorable, parce que lui, c'était la prise de risque qui nourrit la prise de risque pour s'en sortir. Il a commencé à tenir aussi des discours qui étaient des discours très critiques vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement, Pierre Bérégovoy et moi-même, et le président de la République, de stabilité monétaire, de construction de la monnaie unique, qui était un des grands enjeux du moment, un des enjeux historiques du moment, d'ailleurs, dont on voit en ce moment l'aboutissement avec la création, dans de bonnes conditions, de la monnaie unique. Et donc, il a tiré un discours négatif vis-à-vis d'une part fondamentale de la politique du gouvernement, de sa propre situation qu'il commençait à percevoir comme difficile à surmonter de l'intérieur de l'entreprise. En fait, le drame du Crédit Lyonnais se noue à ce moment-là. Pendant l'année 91. Avec la guerre du Golfe, le monde est entré en récession. L'économie stagne. Pour accompagner la réunification allemande, la France poursuit sa politique de stabilité monétaire et maintient des taux d'intérêt élevés qui restreignent les crédits, rendant tous les jours plus périlleuse la vie des entreprises. Mais personne ne prévoit alors que le pire est encore à venir. Or, quand les choses vont mal, le banquier ne peut que les constater dans les comptes. Jamais avant. Toujours après. Il vaut mieux donc savoir le plus vite possible, le plus précisément possible, le plus exactement possible. Claude Rubinovitch, ancien collaborateur de Pierre Bérégovoy au ministère des Finances, a rejoint dès 1989 la direction générale du Crédit Lyonnais, chargée de la réorganisation du groupe. Ce qui reste dans l'image des gens de la gestion Haberer, c'est on a supprimé tous les contrôles. Ah, pas du tout. Au contraire, ça a été sa volonté permanente de mettre en place des contrôles. Il n'y avait pas de contrôle des engagements au niveau centralisé. Chaque direction avait son système de contrôle. Donc était à la fois, quelle que soit la bonne foi des gens et leurs compétences dans leur domaine, une sorte de conflit d'intérêts. C'était la même direction qui voulait faire l'emploi, qui voulait faire le prêt ou qui voulait faire l'investissement, qui jugeait de son opportunité en termes de risque. Spécialiste de la comptabilité informatique dans le groupe Thomson CSF, Éric Blot-Lefebvre a été engagé par Jean-Yves Haberer pour réorganiser les systèmes comptables du Crédit Lyonnais. Dans ces 10 dernières années, vous constaterez que les gens qui sont venus au Crédit Lyonnais pour travailler sur une solution sont souvent repartis dans les 2 ans qui suivaient. Bon. Et pas forcément bien traités. Hein. Il y avait manifestement une très grande hostilité, pas de l'ensemble de la direction générale, mais d'un certain nombre de collaborateurs importants du Crédit Lyonnais, qui fait que, bon, eh bien, un certain nombre de chantiers sont restés en suspens et que surtout les décisions ont été reportées. C'est vrai que j'ai cherché à faire entrer du sang nouveau par des recrutements extérieurs, de qualité, ce que l'excellente image du Crédit Lyonnais permettait, si vous me permettez, que la mienne aussi permettait, parce qu'un certain nombre de personnes sont venues parce que c'était moi le patron. Au bout de 2 ans et demi, à peu près, on est venu me trouver. Les directeurs généraux adjoints, les barons, sont venus me trouver pour me dire, bon, bah, président, c'est très bien, il fallait du sang nouveau, mais enfin, ça y est, il est là, il ne faut pas faire plus, parce que ça perturbe, ça démoralise, vous êtes très populaire dans la banque, vous allez devenir impopulaire, et on ne va pas bien travailler, parce que chacun va regarder sur l'épaule, par-dessus l'épaule de son voisin, vous créez des rivalités, des émulations, alors qu'il faut travailler en équipe, etc., etc. Et j'ai, à ce moment-là, commis l'erreur, en effet,
d'arrêter pratiquement les recrutements extérieurs. Voilà. À quelle époque? Au bout de 2 ans et demi, donc ça veut dire 91. Il manquait des schémas comptables, il existait des méthodes de traitement informatique qui étaient trop déficientes pour parvenir à un résultat exact et en temps réel. Donc la détermination des risques, la détermination des résultats, d'une part, n'était pas exacte, donc il y avait un problème de définition, hein, il y a un problème d'exactitude, mais d'autre part, les résultats, lorsqu'ils sortaient, sortaient trop tard, beaucoup trop tard. J'ai toujours lu les réalités de ce que faisait le Crédit Lyonnais dans un rétroviseur, c'est-à-dire que en septembre, j'apprenais ce qui s'était passé dans les 6 premiers mois de l'année, et en mars, j'apprenais ce qui s'était passé dans toute l'année qui précédait. Je vivais avec un rétroviseur, et donc avec des réunions sur les comptes, qui étaient toujours des réunions où il y avait des surprises, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, et je ne pouvais pas considérer comme des indicateurs de gestion les notes dactylographiées, manuscrites, qu'on m'envoyait ici et là pour me signaler qu'il y avait des problèmes ou qu'il y avait eu des mauvaises surprises. Les comptes, arrêtés de 6 mois en 6 mois, ne suivent pas le rythme de l'évolution économique. Et personne ne voit venir le marasme. Les affaires stagnent. Les prix des marchés immobiliers commencent à fléchir. La rumeur rapporte alors à la commission bancaire que le Crédit Lyonnais ne contrôle pas assez ses filiales. Le groupe en compte 550. Au mois de septembre 91, la commission bancaire, inquiète, décide de la mise sous surveillance du Crédit Lyonnais, c'est-à-dire qu'elle entre dans un processus de contrôle détaillé. Elle commence par les 3 principales filiales, Altus d'abord, puis Clinvest et la SDBE. Et elle commence aussi le contrôle d'IBSA. Il faut bien définir ce qu'on entend par sous-surveillance. De toute façon, toutes les banques sont surveillées par la commission bancaire. Là, il s'agit d'une surveillance toute particulière, c'est-à-dire que les services de la commission bancaire, tous les 3 mois, puisque c'est tous les 3 mois que les banques sont tenues de fournir un certain nombre de chiffres, les situations trimestrielles d'un établissement mis sous surveillance plus étroite sont examinées de manière plus approfondie. On pose davantage de questions, on se pose à soi davantage de questions, et c'est là que cela débouche sur un contrôle sur place si on ne trouve pas directement dans les documents reçus ou dans les réponses obtenues aux questions posées une satisfaction totale et un apaisement total. Mais c'est toujours très compliqué parce que on vous répond que c'est Monsieur X ou Madame Y qui gère ce dossier, qui n'est pas là aujourd'hui, qu'il ne sera là que demain. Le lendemain, Monsieur X ou Madame Y n'a pas pris avec lui le document dont on avait besoin parce qu'il ne savait pas que l'inspecteur allait demander ce document. Il faut donc c'est un travail qui prend des jours et des jours pour aller jusqu'au fond. Et il faut faire preuve d'une grande patience, mais aussi de beaucoup de ténacité et de beaucoup de métier pour aller jusqu'au bout des investigations. Financièrement, les gens du Crédit Lyonnais, en termes d'ingénierie financière, d'agilité dans les combinaisons compliquées, etc., étaient beaucoup plus forts que les gens de la direction du Trésor. François Daubert, député, sera 3 ans plus tard rapporteur de la commission parlementaire pour le Crédit Lyonnais, puis secrétaire d'État au budget du gouvernement Juppé. C'était vraiment la comparaison entre des gens qui auraient été en maths sup et d'autres en classe de 3e, à peu près. Moi, j'ai été sidéré par le niveau très moyen, en particulier de quelqu'un qui était en charge du dossier. En plus, il y avait une espèce de révérence psychologique à l'égard d'Abrère, qui était considéré comme une espèce de statut du commandeur pour des générations entières d'inspecteurs des finances et d'administrateurs civils du ministère des Finances. Et puis il y avait aussi un petit peu quelques questions d'intérêt, parce que, bon, toutes ces banques nationalisées, à l'époque, c'était un débouché toujours possible pour des fonctionnaires du Trésor. Vous commencez par travailler d'abord sur les filiales, pourquoi ?
Je dirais qu'il y a deux explications. La première, c'est parce que les dossiers les plus importants étaient dans les filiales. Et la deuxième chose, c'est que notre visibilité était plus grande sur le Crédit Lyonnais maison mère que sur les filiales. Il faut dire que le Crédit Lyonnais, c'était en consolidé 2000 milliards de total de bilan, c'était 70 000 agents dans le monde entier. C'est pas une mince affaire que de faire le tour d'un groupe de cette importance. C'était le premier groupe bancaire français à l'époque. Fin 91, peu à peu, le temps se rétrécit. Pendant que la commission bancaire épluche les dossiers des filiales, le marché immobilier continue à baisser et les rumeurs à se répandre. Il y avait pas mal de bruit qui circulait dans Paris, selon lesquels les banques françaises étaient assez engagées sur le marché de l'immobilier, que par conséquent, elles encouraient des risques. Et on a voulu voir ce qu'il en était pour les banques publiques. Jacques Bonnet est président de la première chambre à la Cour des comptes, l'organisme chargé de contrôler les comptes de toutes les entreprises publiques. On a donc fait une enquête générale sur l'ensemble des banques publiques, enquête dont les résultats, comme je vous l'ai dit, ont été publiés en 1993. Cette enquête, lorsqu'elle a été publiée, a été rendue anonyme, c'est-à-dire qu'on n'a pas indiqué le montant des pertes qui revenaient à telle banque plutôt qu'à telle autre. On s'est borné à un panorama global de la situation des banques publiques vis-à-vis de l'immobilier, mais en faisant cette enquête, les rapporteurs de la Cour se sont rendus compte que le Crédit Lyonnais était beaucoup plus engagé et dans des conditions difficiles, donc risquait de subir beaucoup plus de pertes que ses collègues sur ce marché. D'après les professionnels, 200 à 300 milliards de francs d'engagements immobiliers pour l'ensemble des banques, dont 50 pour le seul Crédit Lyonnais. L'estimation de la Banque de France n'arrive qu'à la moitié. On ne prévoit alors que 10 à 20% de pertes. Ce sera, au bout du compte, plus du double. Pour l'instant, le gouverneur de la Banque de France veut surtout calmer les esprits et réunit l'ensemble des banques engagées. Et quelles étaient les instructions de la Banque de France sur les comptes 80 ? C'était de faire des provisions, et c'était, avec toutes sortes de modalités techniques, d'envisager de les faire graduellement en se référant aux précédents, qui avaient autre précédent systémique qu'elle avait géré avec beaucoup de savoir-faire et de sagesse, qui avait été les risques de la dette des pays en développement dans les années 80. 80 à 90. C'est-à-dire d'étaler les provisions ? C'est-à-dire d'en faire chaque année, sur plusieurs années. Et la loi autorise ce genre de comportement ? Ah ben, naturellement. La Banque de France, la loi qui définit les responsabilités de la Banque de France, lui enjoint de veiller au bon fonctionnement du système bancaire. Personne ne s'est offusqué qu'au moment de la crise du Mexique et de l'Amérique latine, les banques provisionnent par étapes, d'abord 5% et puis 10%. L'effort de provisionnement a été étalé sur 10 ans. Parce que si tout avait dû être fait dès la première année, il n'y aurait plus de système bancaire français. Donc la survie du secteur bancaire français n'a été assurée que par l'étalement du provisionnement des risques sur l'Amérique latine. On n'en a pas particulièrement parlé. On n'a pas dit telle banque, Crédit Lyonnais, BNP, Société Générale ou d'autres, est au bord de la faillite à cause des risques pays. Les sommes en jeu pour l'époque étaient très importantes. Simplement, la gestion a été faite progressivement. De la même façon, au début des années 90, dans un premier temps, la Commission bancaire et la Banque de France souhaitaient que la gestion du risque immobilier soit gérée dans le temps. Alors, on peut discuter. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Trop vite, trop lentement? Mais cette gestion des gros risques, lorsqu'il y a un retournement de conjoncture économique, ou lorsqu'il y a un retournement structurel de certains risques, risques pays ou risques sectoriels, se fait bien évidemment avec les autorités de contrôle et les autorités de tutelle. Ce n'est pas une banque qui décide toute seule dans son coin, j'adopterai telle ou telle politique. On pensait que les choses allaient s'améliorer et que par conséquent, on avait intérêt à étaler sur 2 ou 3 ans des provisions massives
de façon à ne pas déséquilibrer les bilans ou ne pas faire peur au marché. On spécule sur l'avenir. On spécule sur l'avenir. Mais peut-on faire autrement? Je vous pose la question. Nous sommes dans un cas précis actuellement. Les risques sur les banques et sur les États d'Extrême-Orient. Qu'est-ce qu'il faut provisionner? Quand je vois ce que disent les banques aujourd'hui sur les pays du d'Extrême-Orient, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire exactement ce qu'on a fait sur l'immobilier? Qui peut répondre à cela? Mais qui peut dire aujourd'hui quel est le quantum qui est approvisionné sur les créances qu'on peut avoir sur l'Extrême-Orient? Décembre 91. L'année se termine en beauté. D'abord, la fin positive d'une longue bataille judiciaire avec Paretti donne à la banque maintenant tous les droits pour entreprendre le redressement de MGM. Surtout, le bilan général du Crédit Lyonnais affiche encore 3,1 milliards de francs de bénéfices. Un bilan exceptionnel qui cache la réalité. En fait, la chute est déjà amorcée. L'année a été mauvaise. Les filiales les plus engagées sur le marché immobilier sont touchées par la chute des prix. Alors, dans l'urgence de pertes imprévues, il faut parfois améliorer les résultats. Exemple, IBSA, la banque privée dont le Crédit Lyonnais assume la responsabilité à la demande des autorités monétaires et dont la holding de tête est présidée par Jean-Maxime Lévesque, l'ancien président du Crédit Lyonnais. Michel de Brême, président directeur général de la filiale française, a du mal à boucler son bilan. On est fin 91, on est en décembre même 91, on a déjà pratiquement fait un projet de résultat prévisionnel de l'année, et nous sommes un peu au-dessus de l'équilibre, quelques dizaines de millions de francs au-dessus de l'équilibre, bon, avec une incertitude sur les provisions, puisque avec ce paquet d'opérations immobilières, nous attendions un peu de voir avec les auditeurs et les commissaires aux comptes comment provisionner. Est-ce qu'on suivait les instructions d'ailleurs de la commission bancaire de lisser les provisions sur l'immobilier et dans quelle mesure, enfin voilà. Donc, mais avant provision immobilière, on était en positif. Nous avons eu en décembre 91 deux mauvaises surprises, donc une mauvaise surprise sur un gros dossier de crédit à Luxembourg et une mauvaise surprise sur les provisions à faire dans notre filiale de Londres. La faillite brutale du groupe Maxwell. Mauvaise surprise de quel ordre? De grandeur? À chaque fois c'était 60-70 millions, quelque chose comme ça, pour dans chacun des cas. Donc ça changeait la donne et nous sommes, je m'en suis ouvert à mon actionnaire principal, unique d'ailleurs, qui était la compagnie financière IBI, et à mon actionnaire de référence, à l'actionnaire de référence de la compagnie financière IBI, qui était le Crédit Lyonnais. Peu de temps après, il m'a été donné comme instruction de rester sur la base d'un bilan légèrement positif en termes de résultats et de ne pas afficher de perte. Alors que vous auriez dû afficher une perte de... Comprise en petite centaine de millions. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que mes actionnaires souhaitaient qu'une banque dans laquelle ils venaient de prendre une participation et un rôle de sponsor évident, que le premier exercice arrêté après cette prise de participation, qui leur avait coûté quelque chose, ne soit pas un exercice déficitaire. Qui vous a donné cette instruction? Moi, je parlais à M. Lévesque, qui était, lui, beaucoup plus en contact avec le Crédit Lyonnais que moi. Je ne peux pas du tout vous dire comment ont été établis les comptes de 1991, parce que je n'y ai eu aucune part. Vous savez que Michel de Brême dit que le bilan était faux, qu'il a signé un faux bilan. Il le dit maintenant, mais il ne l'a pas dit à l'époque. Il a tout caché.
Mais il laisse entendre que c'était pratiquement à votre demande que ça a été. C'est un mensonge, pur et simple. Vous aviez l'impression que ça venait du Crédit Lyonnais ou... Les deux parties en question, la compagnie financière IBI et le Crédit Lyonnais, avaient intérêt à ce que un certain window dressing, on va dire, maquillage soit fait pour que le bilan, le compte d'exploitation apparaisse positif. Donc nous avons pris les dispositions pour cela, en pleine connaissance de nos mandants. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une instruction de la commission bancaire pour lisser l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a qu'à plusieurs reprises, nous avons reçu des notes de la commission bancaire, toutes les banques. Disant, écoutez, il y a une crise immobilière qui va être peut-être plus grave que prévu. Nous avons conscience que vous aurez des provisions importantes à faire. Pour ne pas mettre en péril la place financière de Paris, notamment vis-à-vis de l'étranger, nous demandons aux banques de provisionner que ce qui peut générer des pertes encaissées réellement au cours de l'année qui vient. Mais tant que vous gardez ou que vous portez les immeubles et que donc vous ne dégagez pas de moins-value, que vous ne risquez pas d'en dégager dans l'exercice en cours, inutile de provisionner. Vous le ferez l'année prochaine, vous le ferez quand vous vendrez. Michel de Vrem confirme avoir agi sur ordre, sachant qu'il risque d'être mis en examen pour les faits évoqués. Mais est-ce que, par-delà les questions pénales et judiciaires, est-ce que le fait d'étaler les provisions ne nuit pas à la sincérité des comptes? C'est toute la difficulté. Donc si vous faites une provision sciemment minorée, là, vous touchez à la sincérité des comptes. Si vous faites une provision dans le cadre d'une vision générale sur plusieurs années et qui se fait en accord avec les organismes de contrôle, là, vous ne faites pas quelque chose qui est atteint à la sincérité des comptes. On voit bien que c'est l'équilibre entre les deux. Enfin, la marge, on voit bien que c'est la marge. On voit bien que c'est la marge entre les deux qui fait la différence entre sincère et truqué. Mais si la différence est entre 100 et 110, c'est pas trop grave. Si la différence est entre 50 et 500, ce qui est peut-être de l'ordre de ce qui s'est passé, à ce moment-là, ça devient grave. D'accord, mais si vous dites que c'est de l'ordre de ce qui s'est passé, je reviens, les responsabilités ne sont pas seulement celles du Crédit Lyonnais, ce sont aussi celles de la commission bancaire ou d'autres... Sur la stratégie globale d'appréciation des risques, c'est-à-dire on l'étale sur plusieurs années, c'est une responsabilité partagée par la place de Paris, comme on dit, c'est-à-dire aussi bien les banques qui le souhaitaient que les institutions, commission bancaire, Banque de France, qui ont avalisé cette stratégie. Stratégie globale, étalement des pertes, minoration des provisions, sincérité des comptes, partage des responsabilités. C'est là tout le lot de questions que se pose aujourd'hui la justice. L'année qui vient, 1992, sera cruciale. L'année de tous les dangers. La dernière avant l'entrée en vigueur du ratio Cook. Pierre Bérégovoy étant devenu Premier ministre, Michel Sapin vient de lui succéder au ministère des Finances. Il cherche alors à remplacer Jean-Yves Haberer, dont le mandat arrive à terme. À l'époque, je n'avais pas souhaité qu'il soit renouvelé, mais en me fondant sur ces problèmes ponctuels. Et dès lors qu'on me demandait, et c'était naturel, d'expliquer, mais pourquoi ne pas renouveler quelqu'un qui vient de faire des bénéfices, j'étais un peu à court d'arguments. Et c'est donc la raison pour laquelle, en juin 1992, M. Haberer a été renouvelé. Nous garderons les meilleurs, avait annoncé Pierre Bérégovoy en évoquant le renouvellement des présidents d'entreprises publiques. Pendant ce temps, la crise, le chômage, la vie continue.
La commission bancaire travaille au Crédit Lyonnais depuis plusieurs mois et se plaint de l'opacité qu'elle rencontre. Vous n'arriviez pas à vous faire une idée précise de ce qui se passait dans les banques? Je ne dis pas que nous n'arrivions pas. C'est pas ça que ça veut dire, nous y sommes arrivés. Je veux dire que nous n'avons pas fini d'arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'un bilan d'une banque, normalement, est une photographie... À un instant donné. À un instant donné. Mais le jour où vous développez la photo, la réalité n'est déjà plus ça. Eh oui. Oui. Une entreprise arrête son bilan le 31 décembre. Elle va le publier lorsqu'il aura été arrêté par l'Assemblée générale. Mais elle va le publier un certain nombre de semaines après. Pendant les semaines qui ont suivi, elle a continué à vivre, elle a continué à faire des bénéfices, elle a continué à produire, elle a continué à vendre, elle a continué éventuellement à faire des pertes. Le bilan, il vous donne une photographie de la situation d'une entreprise à la date à laquelle il a été arrêté. Mais à la date à laquelle vous lisez ce bilan, l'entreprise, elle a continué à vivre. Forcément. La commission bancaire, j'observe, jamais ne s'est adressée à moi directement, ou comme elle aurait fait peut-être plus probablement, par l'intermédiaire de son président, qui est le gouverneur de la Banque de France. Elle a toujours été d'accord. Et elle l'était d'autant plus que pour les derniers arrêtés de compte, elle était dans nos murs, elle était en train de nous vérifier. Il faut savoir, avant même d'aller au conseil d'administration, que le Trésor sera d'accord pour voter l'approbation des comptes en Assemblée générale. Il le sait bien, le Trésor. J'étais directeur du Trésor, j'ai fait ce métier pendant des années. Donc, les comptes nous arrivent avant et le Trésor peut poser toutes les questions. Alors, il les pose, notamment sur les risques sensibles, sur les provisions qu'on fait. Donc, un président, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie qu'il a l'accord des commissaires aux comptes, de la commission bancaire et du Trésor. Je l'ai toujours eu. Au printemps 92, lorsqu'on arrête le bilan de l'année précédente, les provisions ont encore augmenté de 50%. En tout, 10 milliards de francs, dont 3 pour MGM et SACEA. Rien qu'IBSA, à son échelle, annonce 200 millions de pertes, soit un tiers de ses fonds propres, alors que ses crédits immobiliers s'emballent. D'autres signes inquiétants apparaissent. En France, la récession se poursuit. Le marché stagne toujours. L'activité de milliers d'entreprises, grandes ou petites, soutenues par la banque, est en péril. Les grands groupes dans lesquels le Crédit Lyonnais a investi n'échappent pas, bien sûr, au sort commun. La banque, par définition, encore une fois, est là pour soutenir les entreprises. C'est dans les périodes difficiles que le soutien d'une banque se révèle absolument important et crucial pour la survie d'entreprises. Il est clair que des groupes comme Hachette, Matra Hachette, comme Bolloré Technologies, comme Pinot Printemps La Redoute, sont des groupes, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, sont des groupes qui doivent soit leur développement, soit même, pour plusieurs de ceux que je viens de citer, leur survie à l'action du Crédit Lyonnais. Alors, oui, ces groupes ont survécu ou ont continué à se développer parce que le Crédit Lyonnais a accepté de prendre des risques sur eux, parce que le Crédit Lyonnais a perdu aussi de l'argent sur eux. Il y aura plus tard, dans les pertes du Crédit Lyonnais, plusieurs milliards dus à la survie des grands groupes privés. L'année 92 est une année lourde pour l'économie française. La rigueur monétaire est mise en cause. Mais Pierre Bérégovoy ne cède pas et choisit la stabilité du franc contre l'économie sociale. Les dépôts de bilan des entreprises en difficulté sont autant de pertes pour la banque. Arrêtés, suivant les règles publiques, tous les 6 mois, les comptes révèlent cette fois une baisse brutale. Ces comptes-là sont à peine équilibrés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une inflexion profonde des choses. Et je me suis dit, si à mi-année, on est à peine équilibré, c'est donc à la fin de l'année, si je continue la courbe, on est dans le rouge. Donc, de mon point de vue, j'avais le sentiment, non pas de prévenir, mais en tous les cas d'intervenir à un moment où il était peut-être encore temps de faire quelque chose. La réalité, c'est que, y compris les comptes précédents, pouvaient être soumis à critique, éventuellement à suspicion, et là où apparaissaient des bénéfices, c'était peut-être un certain nombre de partis pris comptables qui avaient permis que les comptes apparaissent comme bénéficiaires. En fait, le mal était fait beaucoup plus tôt, au cours des années 90-91. On a un décalage peut-être d'1 milliard la première année, par action de la direction générale. On a un décalage
que j'estime maintenant à 3 milliards la deuxième année, là encore par l'action de la direction générale. En revanche, en 92, le décalage qui continue de gonfler, qui est cette fois-là de 5 milliards, il n'est plus imputable à la sous-direction générale du Crédit Lyonnais, il est imputable en fait aux autorités de la place. En septembre, le ministre des Finances écrit à Jean-Yves Aberer pour lui annoncer, avec l'accord du Premier ministre, une mesure exceptionnelle, sa décision de mettre la banque sous la tutelle directe de la direction du Trésor. Septembre 92, c'est une date clé, on était en pleine crise du franc à ce moment-là. C'est une date clé, puisqu'on était effectivement en pleine crise du franc, et que pour l'anecdote, la lettre que j'ai signée à Aberer, je l'ai signée depuis Washington, où il y avait une réunion de l'ensemble des ministres des Finances au Fonds monétaire international, et on était au basculement de la crise financière. On sortait mal de la crise financière sur la livre, et on entrait mal sur la crise financière sur le franc, et en fait sur la monnaie unique. Le changement de stratégie dans le contrôle intervient à ce moment-là. Jusqu'à présent, la Banque de France, la commission chargée de cela, de contrôle bancaire, intervenait principalement sur les filiales, sur des petites unités, n'intervenait pas sur le cœur de la banque. Et j'ai souhaité, et M. de la Rosière, qui était gouverneur de la Banque de France, a souhaité qu'on intervienne sur le cœur. Ce qui change complètement d'échelle. Quand vous intervenez sur des petites unités périphériques, quelques collaborateurs suffisent. Quand vous rentrez dans le cœur d'une banque qui est la première banque européenne, ça demande un travail absolument considérable, des confrontations très fortes, des appréciations qui sont très difficiles à faire, et donc un travail énorme. En fait, la Banque de France a travaillé quasiment que sur le Crédit Lyonnais pendant plusieurs mois. À partir de l'automne 92, à la suite d'une lettre de M. Sapin, le Trésor est pratiquement en situation de cogestion sur nos 200 plus grands risques. Donc il a tout ce qu'il faut pour se faire une opinion qui finalement va être la même que la nôtre. Pendant que la commission bancaire commence à scruter le cœur du Crédit Lyonnais, l'ingénierie financière a fait des miracles. Les titres apportés par l'État au Crédit Lyonnais représentent cette année une augmentation des fonds propres de 18 milliards de francs. Record absolu et douce euphorie qui masque des résultats catastrophiques. En préparant l'arrêté des comptes, François Gilles est en outre confronté à un nouveau type de perte imprévue. Le Crédit Lyonnais a été pris de court par la montée, à ce moment-là, d'un phénomène extrêmement important qui était l'accumulation des intérêts impayés. Les usages étaient de continuer de comptabiliser les intérêts même si c'était impayé. C'était un usage qui provenait d'une règle fiscale un peu absurde, mais qui était respectée scrupuleusement, et qui fait que quand les intérêts étaient impayés, ils étaient comptabilisés, mais on ne tenait compte de l'impayé éventuellement que sous forme de provision, avec un décalage dans le temps. Car la provision intervenait après, avec un décalage, par exemple, d'1 an. J'ai dû calculer qu'à l'époque, dans les 13 milliards de résultats bruts de l'année 92, il devait y avoir 3 ou 4 milliards d'intérêts impayés. Alors, d'intérêts impayés qui constituaient les créances de la banque, mais qui étaient peut-être pas prudent de comptabiliser comme intérêts aussi longtemps qu'ils n'étaient pas réellement payés. Mars 93. C'est l'heure des comptes. Les comptes 92. Malgré 6 milliards de francs de plus-values exceptionnelles, cette année-là, les comptes sont en déficit. Il a fallu provisionner sa CA à 100%, 7 milliards de francs. Les autorités bancaires ne connaissent pas tous les chiffres, mais savent que, sans report de provision, ils ne permettent pas au Crédit Lyonnais d'arriver au ratio Cook entré en vigueur depuis le 1er janvier 93. Le gouverneur de la Banque de France, Jacques de la Rosière, annonce à Jean-Yves Aberer qu'il a pris avec Jean-Claude Trichet, le directeur du Trésor, des dispositions que Jean-Louis Bouch est chargé de transmettre à François Gilles. Nous avions une estimation de résultats qui se situait dans la fourchette suivante, entre 2 et 6 de pertes, entre 2 et 6 milliards de pertes, suivant que
on faisait ou on ne faisait pas des reprises sur les provisions pour les risques pays. Et c'est ce que je m'apprêtais à aller dire à la commission bancaire quand la commission bancaire, en la personne de son directeur général, M. Butch, m'a opposé un autre type de raisonnement en me disant à peu près la chose suivante. Monsieur Gilles, nous sommes en 1993. Nous arrêtons un bilan au 31 décembre 1992. C'est le premier bilan dans lequel les banques internationales, et le Crédit Lyonnais en est une, et une grande, doivent satisfaire au ratio Cook. Donc, il faut que les banques françaises, et le Crédit Lyonnais en particulier, affichent au moins un ratio de 8,20%. Et donc, vous allez me calculer le niveau de résultat et qui est compatible avec un ratio de 8,20%. Et le niveau... bon, et j'ai fait ce calcul, c'est-à-dire que j'ai calculé le niveau... En quelque sorte, c'est collé à la règle et pas à la réalité. Oui, très exactement. Et donc j'ai calculé devant lui, avec mes collaborateurs qui étaient là, j'ai calculé le niveau de fonds propres qui correspondait à un ratio de 8,20. Hein, j'ai demandé à mes collaborateurs de me rappeler le montant des crédits. J'ai appliqué 8,20% et ça m'a donné le montant des fonds propres. Je l'ai comparé au montant des fonds propres au début de l'exercice et je me suis aperçu en faisant ce calcul que ça autorisait une perte, mais une perte limitée à 1,8 ou 1,9 milliard de francs. Donc j'ai donné ce calcul-là à M. Butch et M. Butch m'a dit, eh bien, ça sera votre résultat pour cette année. Qu'il y ait eu des concertations entre la Banque de France, la Commission bancaire, la Direction du Trésor et le Crédit Lyonnais sur l'arrêté des comptes pendant les années difficiles, c'est-à-dire 91, 92, 93, c'est certain. Qu'ensuite, la responsabilité juridique de l'arrêté des comptes ressorte des seuls dirigeants du Crédit Lyonnais, c'est non moins certain, même si les conseils qui leur ont été donnés ont été plus ou moins directifs. Ce que soutient la direction du Crédit Lyonnais, ce que nient les autorités de tutelle et la commission bancaire. Mais il est de fait que ces comptes ont été arrêtés, je dirais, sous influence. Est-ce que vous vous souvenez avoir évoqué le problème des ratios Cook avec François Gilles? Nous avons sûrement évoqué le problème des ratios Cook. Et dans mon souvenir, nous avons dit aux dirigeants du Crédit Lyonnais, nous avons appelé leur attention sur le fait que il y avait désormais, à partir de 1993, un ratio de 8% à respecter et qu'il était impératif qu'une grande banque française respecte ce ratio. Donc le bilan à l'époque ne pouvait pas être négatif. Non. Quelles sont les conséquences si le Crédit Lyonnais, par exemple, était en dessous de 8? Quelles seraient les conséquences pour lui? La commission bancaire est en droit d'ouvrir une procédure disciplinaire, dite disciplinaire, contre l'établissement qui n'est pas en règle. Et d'infliger une sanction disciplinaire, l'une des sanctions prévues par la loi. C'est-à-dire de quel ordre? Les sanctions sont diverses, ça va jusqu'au retrait d'agrément, c'est-à-dire à la fermeture de l'établissement. Les banques sont encore les seules personnes en France pour lesquelles existe encore la peine de mort. Et ça arrive malheureusement, très rarement, mais ça arrive. Vous pouvez tuer une banque? Ah ben oui. On n'allait pas aller chercher le garde champêtre, lui demander de prendre le tambour de ville et sur la place publique, elle a annoncé que le Crédit Lyonnais avait perdu temps. Et puis voir les clients se précipiter au guichet, alors qu'on savait très bien que l'État ferait son devoir. Une faillite d'une grande banque en France, c'est une faillite de l'économie française. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas vous comporter de manière irresponsable. Vous êtes obligé de faire coïncider l'affichage et la solution. La solution, c'est donc, sur les indications de la Banque de France, un report des provisions et un écart de plusieurs milliards de francs au bilan pour coller au ratio Cook.
2 ans plus tard, Jean Arthuis, ministre des Finances, déposera une plainte pour faux bilan. Ce qui a conduit récemment la justice à mettre en examen Jean-Yves Aberer en tant que mandataire social et François Gilles en tant que directeur général, à sa demande, pour présentation de comptes inexacts, diffusion de fausses informations et abus de biens sociaux. Mais la justice cherche aussi à remonter la chaîne des responsabilités. À la Banque de France, à la direction du Trésor, au ministère des Finances, où elle a perquisitionné en 1998. 2 questions. L'État peut-il, au nom d'un intérêt général, échapper à la loi commune? Peut-il être simplement coupable, puisque responsable? Une tâche difficile, car si la loi fait du faux bilan un délit, la Banque de France a aussi tout pouvoir pour réguler l'activité bancaire de la place. Alors vous établissez à ce moment-là, fin 92, il est établi 7 milliards, si j'ai bonne mémoire, de provisions supplémentaires. Si vous le dites, c'est que le chiffre est exact. C'est le chiffre que vous donnez vous-même dans la commission parlementaire. D'accord. Quelques mois plus tard, moins de 6 mois plus tard, ça sera 7 de plus. Oui, oui. Qui viennent d'où? De nouveaux dossiers découverts dans le Crédit Lyonnais ou dans les filiales? Les deux. Les deux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette période de 2 ans et demi, nous avons renvoyé 3 fois nos inspecteurs chez Altus et 3 fois à l'SDBO. Et chaque fois, les inspecteurs sont revenus avec des demandes de provisions supplémentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas vu la première fois, ça veut dire que les clients de ces banques avaient continué à vivre et à mal vivre. On entrait dans la crise économique. C'est ça, c'est pendant les contrôles, la crise continue. Voilà. Quand un inspecteur vient contrôler une banque, tout ne s'arrête pas. La banque continue à vivre et ses clients aussi. Et quand ils vivent mal, eh bien ça coûte plus cher à la fin. On ne savait pas où allait la crise. On pouvait imaginer qu'elle n'irait pas plus loin. Tant c'était l'intérêt général qu'elle n'aille pas plus loin. Les chiffres, connus au moment de l'arrêté des comptes 92, révèlent une baisse visiblement brutale des résultats. 5 milliards de francs en 1 an. Pourtant, les autorités ne font rien. Et le conseil d'administration du Crédit Lyonnais de mars 93 se déroule dans un climat optimiste. On prévoit la fin des pertes pour les mois suivants. Les prévisions pour les 3 années à venir restent très bonnes. 2,3 milliards de francs de bénéfices pour 93, 3,6 milliards pour 94, 5,3 milliards pour 95. Et ce n'est que 6 mois plus tard que la Banque de France alertera le ministre. Ce qui m'a frappé au Crédit Lyonnais, c'est qu'effectivement, la crise existait déjà en 92 et demi quand je suis rentré, et qu'il y avait tous les mois une analyse de conjoncture, et on prévoyait toujours la sortie de la crise dans les 3 mois. Bon. Et si vous reprenez les analyses de conjoncture du Crédit Lyonnais, vous vous apercevez qu'il y avait toujours un vent d'optimisme. C'est vrai que quand on est dans une difficulté importante, on espère toujours que demain va être meilleur. La crise économique, je l'ai vue un peu venir, mais ni plus ni moins que tout le monde. Rappelons pour une fois des chiffres. Octobre-novembre 1991. C'est le moment de la loi de finances, c'est le moment où le gouvernement fait ses prévisions sur la croissance de l'année suivante, ses prévisions officielles longuement étudiées par sa direction de la prévision, l'Institut national de la statistique et le dialogue avec les instituts de conjoncture privés. Il y a une convergence complète d'avis, auquel se joint d'ailleurs à l'intérieur du Crédit Lyonnais notre direction des études économiques et financières, qui est notre instrument de conjoncture, de lecture de la conjoncture. Tout le monde prévoit
pour 92, un taux de croissance de 1,5%. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le taux de croissance a été négatif pour la seule fois du demi-siècle, négatif à moins 2,5%. Donc, l'erreur a été de 4%. Mais une erreur de 4% du produit national, c'est un séisme. C'est dévastateur. Ça a tué, je l'ai dit, 200 ou 300 000 entreprises en France. Ça a mis mal à l'aise toutes les grandes. Ça a tué beaucoup de petites et de moyennes. Ça a éprouvé toutes les banques. Et ça a ajouté à une crise cyclique, régulatrice de l'immobilier, comme il y en avait tous les 5-6 ans, une crise structurelle, sans précédent. Alors, cette erreur de prévision, je l'ai faite, je ne veux pas faire le malin, je n'ai pas été plus malin que les autres. Je n'ai pas prévu qu'en 92, il y aura un produit national négatif. Malgré tout ce que je pensais du Francfort, je n'ai pas cru qu'il irait jusque-là. Ou plus exactement, j'ai cru, en ceci j'ai été naïf, que le gouvernement, voyant à quel point la politique du Francfort était contraire aux intérêts du pays, allait l'abandonner. Il était possible d'agir autrement. J'ai eu l'occasion de le dire à Pierre Bérégovoy, puisque je passais pour avoir son oreille. Je n'ai jamais eu sur ce point, car il avait autour de lui une garde rapprochée d'ayatollahs qui s'efforçait de m'empêcher de lui parler et surtout qui, après que je lui ai parlé, faisait toute la cicatrisation pour annuler ce que j'avais dit. Je n'ai pas cru qu'il s'y enfermerait jusqu'au bout, quitte à en être cruellement sanctionné par les élections du printemps 93. Printemps 1993, sur fond de 3 millions de chômeurs, les élections tournent à la débâcle pour les socialistes et ramènent la droite au gouvernement. Édouard Balladur remplace Pierre Bérégovoy, qui se suicide peu après. Edmond Alfandéry, spécialiste des grandes crises économiques, a remplacé Michel Sapin au ministère des Finances. Mars 93, je vous rappelle le décor, je plante le décor. J'arrive à Bercy, M. Balladur est Premier ministre. Nous traversons la crise économique la plus grave que l'économie française ait connue depuis la Libération. L'activité économique chute depuis la fin 92 en chute libre au premier semestre 1993, comme ça ne s'est jamais produit en France depuis 1945, avec des comptes publics totalement dégradés. Mon prédécesseur avait présenté un budget en déficit de 160 milliards. Nous avons été obligés de rectifier ce déficit. Il est passé du simple au plus du double. Nous avons rectifié ce déficit à 340 milliards. Et naturellement, avec un secteur public, et notamment lyonnais, mais il n'était pas le seul, qui subissait les contre-coups de cette fragilité de l'économie. Et donc, l'important, lorsque nous avions à traiter cette affaire du Lyonnais, c'était d'agir avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Il fallait éviter, par une fausse manœuvre, dans cette situation de grande fragilité, d'aggraver la situation. Chaque mois, la commission bancaire découvre de nouvelles pertes et de nouvelles sources de provisions. De son côté, la Cour des comptes, sous la responsabilité de Jacques Bonnet, a commencé à se plonger dans les comptes du Crédit Lyonnais. Nous avons considéré qu'étant donné l'incertitude dans laquelle nous nous trouvions et l'impossibilité dans laquelle nous étions de chiffrer de façon correcte ce qui nous serait apparu comme étant le bon chiffre, le plus sage était d'avouer notre impuissance, au fond, et de dire au public, eh bien, les comptes du Crédit Lyonnais sont dans un état tel que nous sommes absolument incapables de dire quel est le montant du résultat de l'entreprise. J'ai été scandalisé par le fait qu'il était aussi difficile d'évaluer la dégradation des comptes du Lyonnais. Et je ne vous cache pas que j'ai beaucoup souffert de voir combien l'État actionnaire avait eu du mal à surveiller son entreprise, car en 1993, l'État possédait, je crois, 57% du capital du Crédit Lyonnais. Oui, parce que l'État est à la fois au conseil d'administration, il exerce la tutelle,
et il exerce le contrôle à travers les organismes de la Banque de France. Mais tout à fait. Donc il y a 3 étages de contrôle. Mais il faut voir, quand vous voyez l'empire que représente le Crédit Lyonnais, et que vous voyez les effectifs qui sont disponibles à la commission bancaire, ou les effectifs qui sont disponibles à la direction du Trésor, vous comprenez que les hommes ne sont pas en cause, mais que malheureusement, la gestion publique elle-même rend impossible d'avoir un personnel suffisant pour avoir un contrôle efficace. Été 93, une seule issue, recapitalisation. Le 5 juillet, Jean-Yves Aberer alerte par écrit le ministre des Finances sur les pertes en fonds propres dues aux valeurs Usinor-Sacilor et Aérospatiale. Le 4 août, c'est le gouverneur de la Banque de France, cette fois, qui alerte le ministre et lui propose une progressivité des provisions et un renforcement des fonds propres du Crédit Lyonnais. J'ai compris qu'il fallait changer le président du Crédit Lyonnais. Il fallait commencer par le commencement. Il était impossible de voir clair avec précision et donc de prendre des mesures concernant le redressement ou en tout cas concernant le Crédit Lyonnais sans changer évidemment le président du Crédit Lyonnais. Et donc c'est en août 93 que j'en ai parlé au Premier ministre avec M. Balladur et j'ai évoqué avec M. Balladur l'éventualité de changer M. Aberer, mais c'était très difficile de changer M. Aberer, de le révoquer en tout cas. C'était difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que M. Aberer était évidemment une personnalité tout à fait importante, pas seulement président du Crédit Lyonnais, mais il était un ancien directeur du Trésor. Il avait des relations politiques, tant à gauche qu'à droite d'ailleurs. Chacun connaissait ses liens avec le président de la République, M. Mitterrand. Mais de l'autre, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de grands patrons, et non des moindres, qui défilaient dans mon bureau à Bercy pour me dire « Mais monsieur le ministre, vous savez, le Lyonnais, heureusement qu'il est là, il m'a rendu d'immenses services, il a rendu d'énormes services à l'économie française. » Le 28 août, date que je n'ai pas oubliée, parce que c'était mon retour de vacances, Edmond Alfandéry me cueille à froid en me convoquant et en me disant Monsieur le Président, bon, le Crédit Lyonnais a des difficultés, sa situation est un peu inquiétante. J'ai une lettre du gouverneur de la Banque de France, au dit en passant, lettre que j'avais moi-même inspirée en disant à la Rosière, aide-moi, mon ministre n'a pas encore compris qu'il faut une dotation en capital, je te demande de m'aider par une lettre qui en réclame. Et il me dit, oui, j'ai reçu une lettre de la Banque de France qui demande qu'on vous fasse une augmentation de capital de 7 milliards. Alors, bon, de deux choses l'une, me dit-il. Ou bien vous continuez votre mandat, ce que je suis absolument prêt à accepter, jusqu'en juin prochain, jusqu'à son terme, mais je vous le dis, vous ne serez pas renouvelé, on confiera à ce moment-là Crédit Lyonnais à un autre président, ou bien vous démissionnez maintenant, et à ce moment-là, comme nous n'avons rien à vous reprocher de particulier, et que nous sommes conscients de vos états de service, de vos longs états de service pour l'État, il y a une présidence disponible, le Crédit National, elle serait pour vous. Voilà, vous avez un choix. Réfléchissez, faites-moi connaître votre solution. Jean-Yves Aberer est donc nommé à la présidence du Crédit National et c'est Jean-Pierre Levade, alors président de l'UAP, qui, au jeu politique des chaises musicales, le remplace. Je pense que le premier objectif était en fait que je libère ma place de président de l'UAP. Le nouveau gouvernement, M. Balladur, Premier ministre, voulait nommer M. Jacques Friedman à la présidence de l'UAP. Donc on voulait que je sorte de l'UAP. Je ne m'intéressais pas particulièrement au Crédit Lyonnais. La proposition m'est venue très exactement, j'étais en vacances d'ailleurs, dans la première semaine de septembre 1993. À ce moment-là, j'ai beaucoup hésité. Au moment de votre départ, les pertes sont de combien? Les pertes du Crédit Lyonnais? Ah non, attendez. Par vous. Ah non, mais c'est très simple. Je n'ai pas de révélation à vous faire. Le Conseil d'administration du mois de septembre a arrêté les pertes du premier semestre.
Point. Je n'en sais pas plus. Je ne sais pas plus. Je n'ai pas le don de longue vue, je ne sais pas que la crise immobilière va s'accélérer, que pendant l'hiver qui va suivre, les actifs immobiliers vont plonger encore plus. Tout ça, je ne sais pas. La perte comptable affichée au premier semestre 93 est de 1 milliard de francs. On peut l'évaluer a posteriori, d'après nos informations, à 15 milliards de francs, dont les 2 tiers dans l'immobilier. Cas exceptionnel, afin de ne pas gêner le conseil d'administration du Crédit Lyonnais, la commission bancaire ne lui adresse pas son rapport officiel. Avant de mettre le pied au Crédit Lyonnais, mon estimation à ce moment-là, c'est une perte potentielle de l'ordre de 25 milliards de francs. Et à l'époque, on parlait de combien? À l'époque, les autorités publiques, le Trésor, la commission bancaire, considéraient que l'insuffisance de provisionnement, si je ne me trompe pas, était de 7 milliards. Donc vous voyez déjà, nous avions un écart qui n'était pas absolument négligeable. Et je crois que ça, c'est une donnée fondamentale pour comprendre pourquoi il a fallu tellement de temps pour arriver à la vérité. C'est que pratiquement à la fin de l'année 95, jusqu'à la fin de l'année 95, j'ai eu, je dirais même milieu 96, c'est-à-dire pendant plus de 2 ans, j'ai eu en permanence une divergence d'appréciation par rapport aux autorités publiques qui suivaient le dossier. J'étais manifestement soupçonné de manipulation, hein, de m'amuser à afficher des chiffres gigantesques pour tirer énormément d'argent des caisses de l'État. D'ailleurs, c'est à peu près à cette époque-là qu'a commencé à circuler dans les couloirs du Trésor l'appréciation très intelligente qui consistait à me considérer comme l'auteur, je cite entre guillemets, l'auteur du casse du siècle. C'était moi l'auteur du casse. D'où vient cette divergence sur les chiffres précisément? Ça, c'est très difficile à expliquer parce que la commission bancaire sortait quand même de plusieurs inspections du Crédit Lyonnais. Je crois qu'il y a sûrement plusieurs raisons. Premièrement, une espèce de résistance plus ou moins inconsciente de l'ensemble de la technostructure à admettre l'idée qu'on pouvait avoir un drame de cette ampleur. Que les conseils d'administration, les tuteurs, les commissaires aux comptes, les gens responsables, le précédent président du Crédit Lyonnais avaient pu d'une certaine manière collectivement fabriquer un désastre aussi gigantesque sans que personne, d'une certaine manière, s'en soit aperçu. Donc vraiment une résistance. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'une chose aussi grave de cette dimension-là se soit produite à Paris. Place, par ailleurs, civilisée, moderne, etc. On a remplacé les commissaires aux comptes. Avec les nouveaux, entourés aussi de nouveaux experts, Dominique Bazy, bras droit du nouveau président du Crédit Lyonnais, revient par le détail sur tous les comptes. Et il apparaît dès le mois de mai de cette année, là, enfin de 1994, que les commissaires en compte entrants contestent les comptes 93 et contestent la viabilité de la banque dans son revenu courant. Ils ne le disent pas aussi clairement, mais ils nous disent qu'ils ont une très grande difficulté à certifier ce que l'on appelle le bilan d'ouverture, c'est-à-dire le bilan au 1er janvier 1994. Ce qui est une façon élégante de dire qu'ils n'acceptent pas les comptes au 31 décembre 1993. Au passage, le fait que des commissaires aux comptes nouvellement nommés récusent en quelque sorte les prédécesseurs, c'est une situation assez exceptionnelle quand même, non? Vous avez raison de le dire, c'est pour le moins pas banal. C'est pour le moins pas banal. Alors, il faut bien voir que cet arrêté du début 1994, il est fait avec un conseil d'administration qui n'a pas changé, c'est-à-dire les mêmes administrateurs,
qui ont vécu les 3 ou 4 années antérieures. Les mêmes commissaires aux comptes qui ont certifié tous les comptes antérieurs. Donc il faut voir l'atmosphère, si vous voulez, de l'époque. J'arrive de l'extérieur et je dis à des gens qui jusqu'à présent avaient passé au total pour 1,2 milliard de résultats négatifs dans l'année 92, que ils se sont probablement assez largement trompés, parce que c'est pas un 2, c'est pas moins 7, c'est moins 25. Pas très facile. La réunion d'administrateurs se passe dans un climat extrêmement tendu, dans lequel le président du Crédit Lyonnais et les commissaires aux comptes, qui ont pris leurs responsabilités, disent « nous ne sommes pas capables en l'état d'arrêter les comptes. Et en l'état, nous ne pouvons pas arrêter les comptes, sauf à faire apparaître des pertes abyssales. » Le représentant de l'État était pour le moins mal à l'aise. Il a néanmoins compris la position prise par le président du Crédit Lyonnais. Il en a référé à son ministre, qui en a lui-même référé au Premier ministre, qui était sans doute, en tout cas dont le cabinet était sans doute plus conscient de la gravité de l'état de la banque. Et le cabinet du Premier ministre a décidé, avec le ministre, une semaine plus tard, de délivrer, enfin d'adresser au Crédit Lyonnais, non pas à son président, au Crédit Lyonnais et à son conseil d'administration, une lettre lui permettant au dit conseil d'arrêter les comptes dans des conditions acceptables. C'est-à-dire, puisque l'État, principal actionnaire, ne peut recapitaliser, l'autorisation du Premier ministre de mettre une partie des dettes du Crédit Lyonnais à la charge de l'État en créant une structure de défaisance. Tour de passe-passe comptable, dans l'urgence et dans la crainte du pire. Je crois que ce qui aurait pu se passer, c'est une crise systémique, c'est-à-dire une panique. Et alors là, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est-à-dire il aurait fallu probablement faire appel à l'article 52 de la loi bancaire, c'est-à-dire une solidarité de place, mais les montants en cause auraient été tellement considérables que on ne sait pas ce qui se serait passé. Ça aurait été une aventure dont les conséquences auraient été incalculables. Une crise systémique, c'est ce qui se passe au Japon, où les banques, les unes après les autres, sont sur le point de faire faillite, au point qu'on est obligé de nationaliser des banques au Japon en ce moment. Et que le gouvernement japonais a annoncé un plan de redressement, tenez-vous bien, de 3 500 milliards de francs. C'est-à-dire, même si le trou du Lyonnais était de 100 milliards, ça fait 35 fois le Crédit Lyonnais. En 92, 93, 94, nous avons eu à peu près le même dispositif. La récession de l'économie française, qui a été extrêmement grave, s'est répercutée sur le système bancaire. Elle a touché évidemment le Crédit Lyonnais, qui était le plus vulnérable, mais elle a touché d'autres banques. Elle a touché la Société Marseillaise de Crédit, la Banque Hervé, l'UIC, la Banque Forme, c'est bien d'autres. Et donc il y a eu des quantités de banques qui ont été touchées par cette crise bancaire. C'était votre crainte, la crise systémique? J'ai vécu pendant 2 ans à Bercy en ayant le sentiment que j'avais entre les mains un tube de nitroglycérine. Il faut à tout prix éviter l'explosion. Il faut sauver le Crédit Lyonnais. Cela va durer 5 ans.